Donc, je vous présente Monsieur René Saint-Éloi, qui est un poète, un écrivain, un éditeur. Et en fait, je pense qu'on pourrait dire que c'est un homme orchestre. J'espère que je ne l'insulte pas. Vous allez comprendre, en l'écoutant parler de son parcours, il a vraiment occupé plusieurs fonctions, porté plusieurs chapeaux dans le milieu littéraire montréalais, québécois, mais plus largement dans la vie littéraire francophone, dans la grande francophonie. Donc, je disais, poète, il a publié jusqu'ici une dizaine de recueils de poésie, dont un des derniers, l'avant-dernier, en fait, Je suis la fille du baobab brûlé, vous en avez vu des extraits. Son apport exceptionnel au développement des arts et de la culture au Québec. Donc là, je vais arrêter de le présenter, je vais le laisser parler lui-même de son propre parcours. Et donc, je vais laisser la parole à José Vincent, qui, je le disais, est professeure titulaire ici au département des lettres et est aussi directrice du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GREL, et une spécialiste de l'histoire du livre. Est-ce que tu vas présenter toi-même le déroulement de la table ronde en 3 points? Oui. Bon, donc je me tais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, en fait, on va faire ça de façon très informelle. Vous avez dit, on fait au pas de course, donc on va faire ça un peu sous la forme d'une causerie, mais évidemment, c'est pas moi qui vais causer le plus, c'est plutôt René Saint-Éloi. Ce qu'on a convenu, c'est qu'on allait aborder dans un premier temps sa trajectoire personnelle, donc les origines, les débuts, etc. Ensuite, on va passer à la trajectoire de l'éditeur qui, bien avant Mémoire d'Encrier, on va voir, plonge ses racines dans les entreprises du livre de publication à Haïti. Et on va aborder en dernier lieu l'œuvre de René Saint-Éloi. Je lui ai demandé un peu à la dernière minute de nous lire un extrait et il a accepté. Donc, on garde le punch pour la fin. On aura un petit extrait avant de clore cette rencontre. Ça vous va? Évidemment, on va prendre du temps à la fin pour des questions. Donc, si vous avez des questions, vous les notez. Je vais essayer de prendre 15 minutes. Si jamais je prends trop de temps, Marie, n'hésite pas à me faire signe et on essaiera d'être discipliné. D'accord? OK. Donc, René, si vous voulez bien, on va commencer par votre trajectoire personnelle. Ça va? Alors, ce que j'aimerais, en fait, c'est que vous rappeliez un peu d'où vous venez. C'est quoi vos origines? Ces origines sont très importantes. On les voit dans une traverse non seulement l'œuvre de l'écrivain, mais également le travail de l'éditeur. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Merci. Je vais parler de moi. Après, je suis arrivé à la course et j'ai dit, est-ce que c'est de moi qu'elle parle? J'ai tout seul un peu, excusez-moi. Et merci de m'accueillir. En fait, quand à l'Académie des lettres du Québec, on m'a recruté, on m'a fait venir à l'Académie des lettres du Québec. Et puis je devais écrire un texte pour prouver que j'étais écrivain, pour prouver que j'avais ma place dans mes lieux. Cette conférence servait à ça. Donc il y a plein de gens qui sont là et vous avez une grande conférence à faire. Pour montrer aux gens que celui qui entre parmi eux, si c'est quelqu'un dont la passion est vraiment l'écriture. Moi, ce que je disais, pour parler des origines, je suis le fils de Tida. En fait, Tida, c'est une grand-mère je suis né à Cavaillon. Tida, c'est Tida qui m'a fait grandir. Et Tida, c'est une femme extraordinaire, merveilleuse, cette femme. Et c'est elle qui m'a appris à lire. Et ce qui est drôle et paradoxal dans ma vie, c'est cette femme qui m'a appris à lire, elle ne savait pas lire. Elle me disait d'aller réciter mes leçons. Et en Haïti, donc réciter les leçons, c'est même pas que vous étudiez le livre, vous l'incorporez à votre corps. Le livre devient votre corps. Donc je récitais à l'arrivée de l'exposition. En fait, avec le livre, on jouait.
C'était comme rare un livre pour nous. Donc, quand on trouve un livre, c'était extraordinaire. Un livre, c'est 200 personnes, 300 personnes qui lisent un livre. Donc, c'est une denrée précieuse, rare. Et puis, pour nous, c'est une âme miraculeuse, comme le dit si bien les nécessaires, une âme miraculeuse. Et cette grand-mère-là, et quand je récitais mes leçons, quand j'ai hésité sur une phrase, où j'ai buté sur un mot, elle me dit, je ne connaissais pas ma leçon. Elle me dit de revenir une heure plus tard, et maintenant, quand ça va bien, quand elle comprend que je connais mes leçons, elle me récompensait. Et plus tard, quand je suis devenu adolescent, j'ai compris qu'elle ne savait pas lire. Et on lisait la Bible ensemble, elle me disait, l'Éternel est mon berger, je n'y manquerai de rien. Oui, donc c'est extraordinaire. Donc je récitais, elle me faisait réciter tous les soirs, l'Éternel est mon berger, je n'y manquerai de rien. On était pauvres. Et vous avez une grand-mère qui vous fait dire, l'Éternel est mon berger, je n'y manquerai de rien. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'un manque, parce qu'il y a une grand-mère qui m'a couvert. Elle m'a dit l'absolu, on l'avait parce qu'on avait le ciel. Parce que c'est ça qu'elle essayait de me faire comprendre. Et quand j'ai compris que cette grand-mère ne savait pas lire, et puis j'ai eu un grand doute dans ma vie, parce que c'est la personne la plus intelligente que je connaissais. C'est la personne la plus généreuse que je connaissais. Est-ce que vous voyez? Donc ça m'a beaucoup fait poser des questions, par exemple sur le verbe donner. C'est ce que je disais à l'Académie José, je disais, donner, c'est donner ce qu'on n'a pas. Et c'est que ma grand-mère, il n'y a pas un dictionnaire, aucune encyclopédie, ne va vous dire ça. Mais donner n'est pas, parce que j'ai 15 vestes, je vous donne une veste. La vieille veste que je ne vais pas porter, c'est pas donner, c'est jeter. Mais donner, elle m'a donné l'alphabet. Et elle ne l'avait pas. Donc je suis vraiment né d'un miracle. D'un lieu où il n'y avait absolument rien, un petit village, et où on me disait de regarder les étoiles. Si vous regardez les étoiles, si vous rêvez d'une étoile, au moins vous pouvez aller un petit peu vers les étoiles. C'est ça ma grand-mère me disait. Donc des origines, en fait, ces femmes, la grand-mère, qui ici, qui vont entourer votre enfance, mais vous avez également, ensuite, été étudiant au collège, entre autres au collège haïtien. Et c'est là, je crois, que vous avez commencé à découvrir la littérature à travers les grands classiques français, notamment. Mais aussi avec, peut-être avec des auteurs canadiens, québécois, espagnols. Oui, vous vous trompez pas, parce que j'étais dans un collège qui s'appelle le Collège canado-haïtien, paradoxalement, parce que justement, ma grand-mère était venue vivre ici, et il pensait en Canadien. Il voulait faire de moi un bon petit Canadien. Donc, elle envoyait l'argent tous les mois. Il voulait la meilleure école pour son fils, pour son petit-fils. C'est ça qu'elle voulait. Donc, et elle avait même, je ne sais pas par quelle astuce, elle avait à choisir mon école. C'était le collège canado-haïtien. Donc, j'ai étudié avec les mêmes livres que vous, avec les frères Lompré. C'était les frères du Sacré-Cœur. Donc le parcours a été tracé, tout a été tracé par ma grand-mère. Mais quand je dis ma grand-mère, c'est ma grand-grand-mère. C'est mon arrière-grand-mère. Donc le parcours était un parcours québécois, canadien, que j'ai fait à l'école. C'était une école privée, une école des frères du Sacré-Cœur. Donc ça, c'est dans les années 70, vous êtes adolescent. Oui. Et c'est là où vous rencontrez, entre guillemets, donc les premiers livres d'auteurs québécois comme Lévigan. Oui, j'ai rencontré, puisque la bibliothèque, tous les livres qu'il y avait à la bibliothèque, il y avait un petit coin d'auteurs haïtiens, on disait, c'était marqué haïtien. Tout le petit coin. Haïtien, on était en Haïti. Donc il y avait la littérature et la littérature haïtienne. Oui, donc j'étais vraiment... C'est comme ça. Oui. Et donc, toujours dans les années, un petit peu plus tard, dans les années 80, donc là, vous complétez votre cursus au Collège canado-haïtien.
Et ensuite, vous entrez à l'université. Vous avez fait des études en économie d'abord. Oui, j'ai commencé par l'économie parce que j'étais, en fait, la politique m'intéressait beaucoup, l'histoire m'intéressait beaucoup. Et je me suis mis très tôt à lire, en fait, toute la littérature de gauche. Tout ce qu'il y avait comme marxisme, communiste, léniniste, trotskiste. Enfin, je voulais comprendre le monde. Je voulais vraiment comprendre le monde. Et je pense qu'il y avait une compréhension du monde qui était là. Et ça m'a amené à étudier l'économie. Donc, mes premières études, c'était l'économie. Donc, j'ai été à la faculté des droits et des sciences économiques pour étudier l'économie, justement pour comprendre comment fonctionnait le monde. Donc, l'économie d'abord, la littérature? La linguistique ensuite, tout de suite après, c'était la linguistique. Comment pourquoi ce virage? Mais ce virage, parce que quand j'ai compris qu'il y avait le langage était important. Et je voulais comprendre ce que parler veut dire. Et j'ai été très. En fait, c'est l'angoisse qui m'a amené dans des secteurs complètement différents, parce que j'ai voulu tout comprendre. J'ai voulu comprendre le sens du monde. J'ai voulu avoir avec moi l'intelligence du monde. Et je pensais que j'étais seul. Et la seule chose qui pouvait me sauver dans la vie, c'est l'intelligence du monde. Donc, je passais j'ai étudié en économie, après j'ai dit, mais non, il faut mieux comprendre le langage. Je me suis trouvé dans des choses comme sémiologie, sémiotique, dans des choses vraiment compliquées et difficiles. Et c'est intéressant parce que je pense que souvent on s'adonne à la facilité. On choisit. Et moi, je voudrais choisir, si c'est facile, c'est pas pour moi. J'ai besoin je pense que c'est comme ça l'intelligence fonctionne. Si, en fait, quand je lisais un livre, si un enfant lit un livre et il comprend tous les mots, le livre n'est pas fait pour lui. Il aurait dû l'écrire. Il faut qu'il ne comprenne pas. Et je pense que c'est là une compréhension. Quand vous ne comprenez pas, donc vous avez le désir de comprendre. Donc, et c'est ce qui m'a toujours nourri. J'étais très jeune quand j'ai commencé à lire Césaire. À lire, à l'étudier, à marcher, à jouer, etc., de cette foule immense, etc. Et au bout du petit matin, cette fille plate est arrivée, cette foule si criarde, si étonnamment passée à côté de son cri, le seul qu'on ne voulait l'entendre. Mais on jouait. On ne savait même pas ce que ça veut dire, slam. C'est après qu'on va voir, parce que même on jouait entre nous. Mais il y a beaucoup de ces poèmes qu'on ne comprenait pas. Césaire, c'était tellement compliqué. Mais on jouait, on disait, ah, il est mort, il est poète. Donc c'est extraordinaire pour nous. C'est comme quand on allait à la messe, on ne comprenait pas vraiment les choses. Mais on aimait, on sentait dans la liturgie quelque chose, une mélodie. Parce qu'en fait, on comprend, on ne pouvait pas traduire ce qu'on comprenait. Mais on comprend qu'on ne comprenait pas. Vous voyez donc, parce qu'en fait, on est dans... Aujourd'hui, je pense que les gens veulent que ça se comprenne, qu'on comprenne tout de suite tous les signes du monde. Mais non, on ne peut pas comprendre. Il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut... D'autant plus que je viens d'une culture où il y a des choses qui sont de l'ordre du mystère et ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. On vous dit que un tel a mangé un tel et puis il est mort. Mort surnaturelle. Essaie de comprendre ce que ça veut dire. Donc, on est dans un pays où les gens ne meurent jamais de diarrhée ni de maladies normales. Donc, pourquoi là, vous ne pouvez pas comprendre le langage? Parce que si dans le réel n'est jamais... Il y a le mot et la chose, et le mot ne correspond jamais à la chose. Donc, dans ces années 80, vous découvrez, en fait, vous vous immergez dans la littérature haïtienne, la littérature française, vous êtes à l'université, mais vous commencez aussi à graviter dans le milieu périodique. J'ai noté, par exemple, vous avez travaillé pour Max Chauvet au Nouvelliste. C'est également dans les années 80 que vous publiez pour la première fois dans Journée d'écrit. En fait, vous avez 20 ans, vous êtes dans les vingtaines, vous avez l'âge de la plupart des étudiants ici.
Et donc, vous êtes dans la littérature et vous commencez dans le milieu du livre. Pouvez-vous nous rappeler un peu ces premiers pas là? Oui, mais j'ai eu une chance fondamentale. Je vous ai parlé d'Aimé Césaire, j'ai eu beaucoup de pères et de mères, beaucoup de gens que j'ai rencontrés. Et beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans ma vie, comme j'ai rencontré Franck Etienne, qui est comme mon père, qui m'a complètement adopté. J'ai rencontré René Philoptète, qui m'a adopté. Donc tous mes amis étaient des écrivains. Tous mes amis pratiquement des écrivains. Et puis en Haïti, être écrivain, c'est dans les coins de rue. En fait, les gens te parlent de Spinoza comme s'ils parlent du pain. Vous voyez, les gens te... C'est comme un miracle dans un pays où l'analphabétisme est très épais, et c'est le pays où les gens, n'importe quelle phrase de Karl Marx tu dis, les gens te disent à quelle page. Donc c'est vraiment, en fait, quelque chose de très, très surprenant. Donc j'ai été élevé, j'ai été baigné dans la poésie, et mes amis, j'ai commencé très tôt, j'avais pas encore 20 ans, je participais à un journal qui était l'une des meilleures revues, les Cahiers du Vendredi, animé par les frères Trouillot et par les Buteau et par Philoptète, etc. Donc tous les soirs, c'était des rencontres autour de la poésie, c'était des rencontres, et puis on parlait en fait, on récitait tous les soirs du Baudelaire, du Rimbaud, en fait, toute la poésie du monde passait dans notre cours. Donc c'était ça qu'on faisait. Donc quand on parlait de Jacques Roumain ou de Jacques Séphène-Alexis ou de Marie Chauvet, c'était pas une abstraction, c'était pas une figure abstraite, c'était de véritables discussions. C'était vraiment, parce que quand les gens lisaient leurs livres, quand ils finissaient de lire leurs livres, ils voulaient trouver quelqu'un qui parlait, sinon ils ne te parlent pas. Donc il faut faire attention. Si on te dit Mayakovsky, la personne a fini de lire Mayakovsky, il faut te cacher, courir très vite, aller lire Mayakovsky, dire attends-moi et revenir pour qu'on puisse commencer à se parler. Donc c'était comme ça. Donc c'est même pas un show, c'était vraiment comme ça. Donc ça pose une certaine difficulté. C'est même pas quelque chose d'élitaire, c'est comme un mode de vie. Je pense que c'est comme l'avenir. Il n'y a pas d'avenir, on ne pouvait pas être comptable, il n'y avait absolument rien à compter, sinon la détresse. Eh bien, on s'est abandonné, je pense, à l'imaginaire. C'était des peintres comme Tiga, et c'était le mouvement Saint-Soleil, c'était des musiciens, comme les musiciens qui vont faire le jazz vaudou. C'était vraiment une ambiance assez, comment dire, une ambiance où l'imaginaire, on était comme vraiment fous. Une ambiance où l'imaginaire, comme la réalité est complètement dégradée, il n'y a pas de futur dans la réalité, donc tout est projeté dans l'imaginaire, tout est projeté dans l'absolu. C'est comme ça, si tu veux, je peux répondre. En fait, ce qui est fascinant dans le parcours, c'est qu'on voit très bien qu'à la fin des années 80, vous êtes vraiment au cœur, au centre d'un bassin intellectuel qui vous préférez. Et donc, avec autant des écrivains ici présents en Haïti, mais également avec des écrivains ici et c'est à ce moment-là que vous décidez de fonder une première maison d'édition, donc en 1991, la maison d'édition Mémoire. Pouvez-vous nous parler de début? Oui, j'ai fondé les éditions Mémoire en Haïti avec vraiment mes amis écrivains, où j'ai publié pratiquement tous les écrivains haïtiens. Et il y a ce que Max Dominique, qui est un très très grand critique littéraire, et quand je vous parle de la littérature haïtienne, c'est des gens qui viennent de partout, c'est des gens qui ont été en Russie, c'est des gens qui ont étudié en France, en Amérique latine, donc c'est vraiment un cosmopolitisme littéraire, en fait, vraiment des gens qui ont étudié aussi au Canada, qui sont venus, et chacun est venu avec ses héros, chacun est venu avec, et chacun essaie de propager ses propres héros. Donc, il y avait beaucoup de jeunes écrivains. Donc, si vous allez chercher, par exemple, chez Max Dominique, vous allez voir ce qu'il appelle, ce qu'on a fondé
pour ne pas dire ce que j'ai fondé, c'est la génération des éditions, la génération mémoire. Et en Haïti, la génération mémoire, ils ont parlé d'une esthétique du délabrement à mémoire d'encrier. Ça, c'est Max Dominique, un chercheur très pointu qui travaillait ici, qui était un prêtre, qui était aussi un très très grand ami, qui a vécu en exil ici aussi, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la situation politique, c'était vraiment la dictature, et après, ça a été remplacé par une espèce de démocratie tempérée par la dictature, qui n'est pas vraiment une démocratie, mais on pouvait se débrouiller là-dedans. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient en exil, qui sont retournés en Haïti, donc ça a beaucoup nourri le propos de mémoire, des éditions mémoire en Haïti, où on a publié des jeunes femmes comme Martine Lévisson, qui écrivaient par exemple Itinéraire zéro. Je pense à cette jeune femme-là que j'ai rencontrée et qui a écrit un seul livre dans sa vie, Itinéraire zéro. Après, elle s'est mariée, elle fait autre chose, elle est rentrée dans la vie. Mais elle était complètement folle, elle a écrit un livre complètement fou, qui n'existe nulle part. Mais je suis heureux d'avoir publié ce livre, ça s'appelle Itinéraire zéro. Et il y avait Mac Xavier, un jeune poète qui était considéré comme une espèce de Rimbaud, une espèce de Mayakovsky. Il y avait Evans, il y avait Gary. Et Gary. On était 5 ou 6. Mais ce qui caractérisait cette poésie, c'était avant la génération mémoire, il y avait une poésie assez enrobée d'espoir, assez grosse de quelque chose, comme comme d'un lendemain, comme une grande promesse, comme on a trouvé chez René Despès, une grande promesse révolutionnaire, alors que c'était vraiment une génération désabusée, où il y avait comme où tous les mythes de la Révolution, les mythes du Grand Soir, ils n'ont pas cru là-dedans. Ils ont été dans même les figures, vraiment de petits poèmes très fragmentés, très très courts et souvent très très politiques, très très conscients de l'ironie de la vie et de l'ironie du quotidien. Donc c'était vraiment quelque chose, je pense, et ça cassait un petit peu avec la veine romantique, épique d'un grand poète haïtien qui s'appelle Philoctète. Et il y avait aussi mon père Franck Etienne, qui était une espèce de colosse dans la cité. Mais je vous parle aussi des ogres, parce qu'il faut faire attention, parce qu'ils voulaient tout. Comme ils n'ont rien, ils voulaient mais vraiment tout. C'est-à-dire Franck Etienne en lui-même, c'est un pays. C'est-à-dire que le matin, il peut peindre 50 toiles, il peut écrire un livre, il ne dort pas, il peut construire lui-même sa maison avec 75 pièces. Oui, donc c'est vraiment, en fait, des êtres à qui la vie a tout enlevé et qui, en fait, réinventent la vie. Par exemple, Franck Etienne, pour prendre le cas de Franck Etienne, en fait, ne connaissait pas le français. Il avait près de 9 ans. Quand il arrive à l'école, on lui a dit « Comment t'appelles-tu » Il n'a pas compris cette phrase. « Comment t'appelles-tu » Parce que l'école se fait en français. C'est-à-dire que c'est comme si on apprenait à lire et à écrire aux Québécois en allemand. C'est ce qui est arrivé aux Haïtiens parce qu'ils sont unilingues créolophones. La langue de base est le créole. Mais les enfants vont dans des écoles en français. Et qu'est-ce qu'il fait pour effacer l'injure, cette honte? Il étudie le français dans le Larousse. Donc, il lit le Larousse de A à Z. Si vous voyez les livres de Franck Etienne, vous allez voir la correspondance. Tout ce qu'il fait comme livre, c'est des livres de 900 pages. C'est qu'il veut reproduire le Larousse. C'est ça qu'il connaît comme livre. Oui, oui. Oui, une volonté de saisir le monde, c'est fascinant. Donc, vous fondez les éditions Mémoire en 1991, juste pour mémoire, sans mauvais jeu de mots.
la chute des Duvaliers, c'était en 1986, donc c'est 5 ans après la chute des Duvaliers. Donc, vous fondez les éditions Mémoire, vous avez cette effervescence avec cette bassin d'auteurs, c'est très important. Vous fondez également d'autres lieux de publication, le magazine culturel, la revue Bouture également. Voulez-vous nous parler de ces autres lieux de publication? Qu'est-ce que ça représente pour les intellectuels haïtiens, pour vous, à l'époque? Parce qu'en fait, j'avais lu Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait. » À chaque fois que j'ai vu quelque chose, j'ai envie de le faire, et puis je l'ai fait. En fait, je pense que je suis arrivé à Paris au Salon du Livre, et puis j'ai vu une revue. Ah, c'était très beau, et puis j'ai acheté tout ce qu'il y avait, naturellement, pour la revue, etc. Je me suis arrangé pour les amener à Port-au-Prince, et puis j'ai dit, et si on faisait une revue? Et puis comme ça, un soir, et puis on l'a fait, mais c'est pas une question d'argent, on voulait le faire. On l'a fait, et puis on était 5, 6 ou 7, et puis on a parlé de la revue culturelle. De la revue Bouture. Bouture. Il y a aussi en même temps justement la foire Livre en folie. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire que on a mis Bouture comme ça, c'était une revue. Il y avait René Despès, on a écrit à René Despès qui nous a donné un texte, on a écrit à Jean-Claude Charles qui nous a donné. On a contacté Yannick Lagnès qui nous a donné un texte, etc. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est vraiment le désir d'être ensemble. C'est-à-dire que les jeunes personne n'était payé, on ne savait pas, c'était impossible, on ne savait pas qu'on pouvait écrire un texte et être payé. Ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand vous êtes tellement content de voir que vous avez un texte qui a été accepté, qui a été publié, etc., vous êtes à côté de Jean-Claude Charles, le grand écrivain Jean-Claude Charles, vous êtes à côté de Franck Etienne, vous êtes à côté de Marie Chauvet, donc c'était pour nous quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est comme ça. Donc il y avait un feu qu'on a pu allumer. Donc je pense que c'est intéressant d'allumer le feu. Et en rentrant ici, j'ai vu le mot place publique. C'était aussi intéressant d'être sur la place publique. On n'a pas voulu notre effacement. Et la seule manière pour nous d'exister, c'était d'être sur la place publique. Et d'être sur la place publique avec nos mots et nos idées. Et ça, c'était pour nous un combat politique. Ce n'était pas seulement écrire, mais c'était un combat politique. Et pour nous, c'était fondamental d'écrire, de faire. C'est pour ne pas mourir que j'ai fait tout ça. Parce qu'on ne connaît pas le mot déprime. Ça n'existe pas en Haïti. C'est vraiment de l'action. On a envie de faire une chose, mais on le fait. On n'en parle pas, on le fait. C'est pourquoi on a fait la première. Puis j'ai rencontré quelqu'un, et puis qui était très bienveillant envers moi, qui était un héritier, qui s'appelle Thierry, qui s'appelle Gardère, et puis qui m'a donné mon premier ordinateur. Et puis j'étais heureux d'avoir un ordinateur. C'était un vieux ordinateur, j'ai la photo, c'était comment j'étais heureux, mais vraiment les vieux ordinateurs, c'était quelque chose qu'on jette aujourd'hui. Quand j'avais ça, c'était extraordinaire. J'arrivais même pas à dormir. Parce que j'étais toujours comme ça, etc. Je pensais que j'allais devenir comme le grand écrivain, tu vois, comme Hemingway avec ses... Je me disais, oh là là. Mais lui, c'était une vraie... Non, c'était pas ça. Mais moi, je me disais, avec ça, comment peut-on dormir? On a ça. Tu vois, donc on a ça. Parce que ça te donne l'impression qu'on a le livre quand vous voyez l'ordinateur comme ça. Et puis c'était fou pour moi. Donc vraiment, il y a tout ça, toutes ces passions, tous ces désirs, tous ces questionnements que j'avais en moi. Et je pense que c'est ça qui est... C'est pas, en fait, c'est pas les formations, c'est même pas utile. Je pense que ce qui est utile, c'est le feu. On peut vous montrer le chemin, mais si vous n'avez pas le feu, donc, et c'était ça, c'était vraiment l'angoisse d'exister, l'angoisse de donner un sens et une intelligence à ma propre vie. Parce qu'en même temps, c'était être en Haïti, c'était une situation de grande précarité à tous les niveaux. Donc, la maison d'édition, c'était comme une espèce de lieu refuge où tous les intellectuels passaient,
tous les intellectuels avaient des projets. Ça nous a permis de ne pas glisser dans la médiocrité politique. Et ça nous a permis de regarder le monde. Parce qu'en fait, ce qu'on va fonder d'abord, c'est de casser, et ça j'ai beaucoup travaillé à le casser, la dynamique entre les écrivains du dehors et les écrivains du dedans. Parce que la dictature a créé des imbécilités dans la pensée des gens. C'est comme il y a des écrivains qui sont à l'intérieur et des écrivains qui sont... Et c'est la guerre entre les écrivains qui sont à l'intérieur et les écrivains qui sont à l'extérieur. Et j'ai mis en place une espèce de festival de la diaspora où c'est moi qui guidais, c'est moi qui invitais les écrivains, donc pour faire rencontrer les écrivains du pays, qui soient les écrivains locaux et les écrivains qui vivaient à l'international. Et c'est comme ça que j'ai découvert un matin Davertige. C'est drôle parce que j'ai découvert Davertige, moi je l'ai étudié très tôt à l'école. Et c'est très suspect pour nous en Haïti, dès que vous voyez un écrivain à l'école, il est mort. Donc pour moi, c'était un homme mort Davertige. Voilà quelqu'un qui rentre avec chapeau melon, etc. Et puis moi, j'ai étudié, mais vraiment, quand je vous dis étudier, au Mabaridor, la ville que j'ai créée pour trois, on dans la mer, dans mes bras. C'est-à-dire des gens que vous connaissez comme ça, vous dormez avec ces gens-là dans votre tête, et donc vous pensez, ils sont morts, ils ne vont jamais revenir. Et voilà, je regarde, on me présente, qui on me présente? C'est Villard-Denis. J'ai dit, c'est quoi ça? Davertige. Et en Haïti, il y a Maximilien Laroche, l'essayiste, qui disait, haïtien qui a longuement vécu ici, et qui disait, qui parlait d'Haïti sous forme de la double représentation. La double représentation, c'est-à-dire la scène le réel et aussi l'imaginaire. Donc, et j'étais comme dans cette double représentation. Parce que dans ma tête, c'est comme si on me présentait un revenant. Davertige était pour moi quelqu'un de mort. Et j'ai Davertige en face de moi. Donc, c'est toutes ces rencontres-là qui m'ont un peu secoué. Et quand j'ai fait Mémoire d'un crier, l'un des premiers livres que je vais publier et l'un des livres qui m'accompagnent toujours dans ma vie, il y a beaucoup de livres qui m'accompagnent dans ma vie. Je pense que les livres sont importants parce que les livres nous aident à résister et à continuer notre marche. Donc, Davertige. Donc, c'était l'un des premiers titres que j'ai fait. Je l'ai fait avec Stanley Payan, parce que j'habitais à l'époque chez Stanley Payan à Montréal. Et puis, je travaillais sur Davertige. Et puis, je ne savais pas si c'était dans le... Et c'est drôle, parce que cette double représentation, soit le vivant ou bien le défunt, c'est dans le livre. Parce qu'il était, à 17 ans, il était le plus grand peintre de son pays. À 19 ans, il est devenu le plus grand poète. Et moi, quand je l'ai rencontré, c'était le plus grand clochard. C'était un clochard céleste. Donc, c'était comme... Il était à Paris, il voulait écrire un très très grand livre. Et il a sa femme, infirmière, qui s'est battue en pensant, en travaillant jour et nuit, en disant que mon mari est en train de révolutionner la langue française. C'est ce qu'il a fait croire à sa femme infirmière. Donc sa femme a payé toutes les factures pendant 10-15 ans. Et un soir, sa femme rentre, sa femme a cru dans le mythe. Sa femme a travaillé. Et le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait vraiment une cinquantaine de petits cahiers où il écrivait un livre pour vraiment repenser la langue française. C'était ça son objet. Et il a tout mis au feu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était tout l'avenir de la famille. Parce que la femme y croyait. Donc, et puis il est tombé complètement en folie, et puis il est arrivé ici, seul. Et donc, quand je l'ai rencontré, ici, quand je suis arrivé ici, donc l'une de mes premières rencontres d'écrivain, c'était avec Davertige. Mais justement, vous arrivez ici, donc en 2001, vous avez cherché la quarantaine et vous décidez de vous installer au Québec. J'ai dit, j'ai déjà vu auparavant en visite, vous avez fait votre mémoire de maîtrise à l'Université. En 2001, vous décidez de vous installer au Québec. Pourquoi?
mais j'étais fatigué. Parce que j'ai droit à la fatigue. Je disais, bon, je vais m'asseoir. Et puis je pensais que... non, je voulais... J'étais dans une situation, en fait, très très difficile en Haïti. J'ai l'impression que je refaisais les mêmes gestes, les mêmes routines. J'ai l'impression que j'avais fait le tour de tout, et j'ai l'impression que mes rêves étaient comme piétinés dans la dictature. J'étais en fait politiquement très très engagé, et puis je pense que je n'avais pas le courage de recommencer tout. C'est comme si j'avais l'impression de recommencer à zéro, comme si j'avais toujours à recommencer les mêmes choses. Et puis j'avais beaucoup d'amis qui étaient à l'étranger, beaucoup d'amis qui étaient partis, beaucoup d'amis, et je voulais tenter l'expérience. Puis il y avait une espèce de... C'était un pays à l'époque qui s'enfonçait dans une médiocrité criante. Mon ami Gary Victor, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, disait qu'on ne peut pas enseigner à un enfant ce que c'est qu'une ligne droite en Haïti. Parce que Dieu ne fait comme ça en Haïti. Et dans les livres, on est en train d'enseigner aux enfants ce que c'est qu'une ligne droite. Mais il n'y a rien dans la réalité qui correspond à cette ligne droite. Tout est zigzagué, tout est comme ça. Donc il y avait ça et j'avais 2 enfants. Et pour moi, je me posais souvent la question, il y avait la ségrégation, il y avait une montée du banditisme tel que chacun devait se protéger, chaque maison devait être comme une forteresse. J'ai mon fils qui étudie ici, à Sherbrooke, qui est à la faculté de droit, et qui avait peut-être 4 ans, 5 ans, et qui voulait son rêve, parce que chez tous ses amis, et les parents avaient des armes, les parents avaient des fusils, et ils ne comprenaient pas à la maison. Pendant nous, on n'avait pas d'armes de poing, on ne pouvait pas se défendre. Et dans une conversation, j'ai un enfant de 5 ans qui me dit, et si les voleurs rentrent, comment on va se défendre? Vous voyez, donc c'était... Moi, je ne pouvais pas vivre avec une arme à la maison. Je ne pouvais pas dormir, et dans ma chambre, il y a une arme avec moi. Donc, vous voyez, donc il y avait un tas de questions, un tas de questionnements. Et c'est un pays très ségrégué aussi, où celui qui est pauvre, donc il y a un regard sur celui qui est pauvre, un regard sur celui qui est riche, un regard sur celui qui est noir, un regard sur celui qui est plus clair, un regard sur celui qui est mulâtre. Donc, c'était très très difficile pour moi, et même cannibale pour moi. C'était comme un pays cannibale, donc je ne voulais pas élever des enfants. J'avais vraiment, c'est-à-dire que j'avais vraiment peur pour ces enfants-là. Et par paresse, donc j'ai dit, ok, donc je vais venir à Montréal. Donc vous vous installez à Montréal en 2001, vous travaillez un peu au centre Canadou. Au syndicat. Au syndicat, c'est ça. Et en 2003, vous créez donc Mémoire d'Encrier. Ce qui est fascinant avec le lancement de Mémoire d'Encrier, c'est que quand vous ouvrez la maison d'édition, vous avez quand même une quinzaine de titres, vous avez déjà 4 collections. Vous savez ce que vous faites là. Ah non, je ne savais pas. 4 collections. Mais justement, je ne faisais absolument rien. Qu'est-ce que vous faites? Comment C'est-à-dire que je n'avais pas d'argent. J'ai appelé, mais j'avais les livres avec moi. En fait, les livres étaient avec moi. Non, c'est moi-même qui continue. Toute ma vie, j'ai mis des livres, donc j'avais tous les livres avec. J'avais les auteurs avec moi, ce sont mes amis. Donc, c'est vraiment une blague. C'est-à-dire que les gens, quand vous voyez ça, vous dites, oh, c'est extraordinaire. Mais je suis arrivé dans un pays, j'ai dit, ok. Et j'étais venu pour m'asseoir. J'ai dit, bon, je vais m'asseoir à Montréal pour regarder. Je commence au syndicat, et puis j'ai vu que c'était un truc de nègre. J'ai dit, mais non, j'aime pas ça, je n'ai pas besoin de faire un truc de nègre. Ce que j'appelle un truc de nègre, c'est un truc que vous faites entre vous. Vous faites ça entre vous,
Et le Conseil des arts va vous donner de l'argent parce que vous êtes des nègres. En disant, on va toujours vous donner 5 000, 10 000 dollars. Mais on ne va jamais vous donner du vrai argent. On va vous donner ça pour que vous ne nous emmerdiez pas. Et restez à Montréal. Non, vous faites des choses entre vous. Et ça reste là. J'ai dit, mais non. Ça, ma grand-mère, Tida, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Si je dois faire des livres, c'est pour José que je dois faire des livres. Je veux bien. Je ne vais pas faire des livres pour des gens qui sont... Pour dire que... ce que donc j'ai parlé, j'ai dit, mais ça, c'est ce qu'on appelle la tolérance ethnique. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, c'est des livres qui sont très mal faits, mal foutus, on n'a pas besoin de les corriger. Donc, ne vous en faites pas, ce sont des histoires d'Arabes, ce sont des histoires de nègres, c'est entre eux. Non, il ne faut pas. Donc, j'ai regardé la ville, j'ai regardé la place des Arts, et puis j'ai dit, ah, c'est comme ça se passe. Quand j'étais à l'université et Laval, j'ai pris le temps de circuler, de regarder la ville, et puis j'ai dit, ah bon, et on parlait de minorités visibles, de tout ça. J'ai dit, mais où est-ce qu'elles sont les minorités visibles? Naturellement, elles sont dans les prisons. Je suis allé au Salon du Livre, tous les ans, je suis au Salon du Livre. Je suis allé au Salon du Livre, et puis je ne vois pas de noirs, même dans le public, il n'y a pas de noirs. J'ai dit, mais c'est quoi ce pays? Comment? Il n'y a pas de noirs. En fait, quand je dis noirs, je ne parle pas de Dany Laferrière. Donc, il y a quelques noirs exceptionnels, mais c'est pour ne pas en avoir. Et puis j'ai dit, mais il faut faire une maison d'édition. Donc, je continue à faire ce que je faisais, c'est-à-dire justement pour exister. J'ai dit, mais je vais faire une grande maison d'édition. Je n'ai pas dit une petite maison d'édition, c'est ça la mégalomanie haïtienne. Le mec n'a pas un sou. Et puis le mec dit, je vais faire, mais si je fais une petite maison d'édition, je suis mort. Si j'ai besoin de faire quelque chose, il faut faire une grande maison d'édition. Et j'ai fait vraiment une grande maison d'édition. J'ai engagé Patricia Lamy, j'ai dit, tu vas être payé, mais dans 5 mois. Elle a accepté. Patricia Lamy, qui est une agente, une relationniste. Une relationniste. Mais elle m'a appelé, elle m'a dit, mais je ne comprends pas, Rodney, les Québécois vont rire. J'ai dit, mais laisse-les rire. J'ai dit, mais pourquoi ils vont rire? Ils disent, vous invitez 15 écrivains, vous publiez 15 titres au Salon du Livre de Montréal, 4 collections, vous invitez 15 écrivains, des gens qui sortent de partout. J'ai dit, oui, c'est ça, Patricia. Elle dit, mais Gallimard ne peut pas faire ça. J'ai dit, je sais. Gallimard ne peut pas faire ça, mais Mémoire d'un crié va le faire. Elle dit, mais les journalistes ne vont pas comprendre, Rodney. Où est-ce que tu trouves l'argent? J'ai dit, mais où est-ce que tu vois l'argent dans tout ça? Elle me dit, mais inviter 15 personnes. J'ai dit, non, on ne se comprend pas. J'invite mes amis, eux, ils prennent leur argent. Yannick Laïens achète son billet, elle vient. Gary Victor achète son billet, il vient. Et c'est vrai, j'ai eu 15 personnes, Michel Pierre-Louis, de Haïti, qui dirige la Focale. C'est des amis. J'ai écrit, j'ai dit, je suis en train de mener une guerre à Montréal. On a besoin d'entrer en force à la place Bonaventure. Venez, Mimi Barthélemy, et puis les gens sont contents. C'est comme s'ils sont venus dans une fête. Ils sont vraiment bien habillés, bien parfumés. Ils sont comme ça, ils sont là. Ils sont excités. Et on l'a fait. J'arrive vers Francine Bois. J'ai dit que je veux faire un gros salon du livre, Francine, avec une maison d'édition, etc. Elle me dit, ça va vous coûter 20 000 $. Je lui ai dit, j'ai pas d'argent, Francine. Francine Bois, c'est la directrice du Salon du Livre de Montréal. Elle me dit, j'ai dit, mais Francine, est-ce qu'on peut s'entendre sur une chose? Elle me dit quoi? J'ai dit, je vais remplir votre salon de nègres et d'arabes. Est-ce que vous pouvez me donner l'espace? Je vais inviter 15. Et puis elle me regardait, parce qu'elle n'a pas l'habitude de ce discours-là. Elle te dit 20 000, et finalement on s'est entendu sur 10 000. J'ai dit, je vous donne 5 000, après le salon, je vous donne les autres 5 000. Maintenant, ce que José appelle cette grande affaire, parce que ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent. Quand j'appelle les imprimeurs m'ont dit que vous venez d'arriver ici, vous avez 5 000 $, on ne peut pas vous faire de crédit. Vous n'avez pas de crédit, monsieur. J'ai dit, comment ça, j'ai pas de crédit?
Ils m'ont dit que c'était là. Donc, j'ai eu 3 imprimeurs qui m'ont donné 5 000, 5 000, 5 000. Ça fait 15 000. Après, je suis retourné voir à Maki, imprimeur. Je me suis battu avec eux. Ils m'ont donné un crédit de 15 000. Donc, ça fait que j'ai eu vraiment des crédits pour pouvoir avancer, pour faire les livres. J'ai fait les livres. Mais après, j'ai payé, j'ai fait, etc. Il fallait payer les livres. Et je suis invité comme écrivain à la Martinique. Et j'ai un bon ami qui est libraire, qui s'appelle Gilles Alexandre. Et Gilles Alexandre me voit et me dit « Ah, Rodney, je vois tout ce que tu fais à Montréal. Et que c'est mon rêve, je veux m'associer avec toi, je veux te donner de l'argent. » Il m'a fait toutes les promesses. J'ai dit « Gilles, mon ami, arrête. Tout ce que tu dis là n'existe pas. Et je vais revenir à Montréal. Si je ne peux pas payer tout ce que j'ai fait, c'est la faillite. Donc si tu veux me donner l'argent, il faut casquer tout de suite. » Et il m'a dit « Ah bon ?» Et ça, c'était en octobre. Et en décembre, il m'a donné 20 000 €. Et grâce à cet argent-là, j'ai pu payer les imprimeurs. Et on a commencé comme ça. Donc vous voyez, donc c'est vraiment très très simple. C'est vraiment pas de grandes idées. C'est vraiment un homme qui se débrouille et qui dit l'imaginaire va me sauver. Et l'imaginaire va sauver tout ça. Et ce que j'ai pu faire au Salon du Livre de Montréal, j'ai vu par exemple un noir qui était dans le parking et qui disait, et qui ne savait pas que c'est moi qui avais orchestré tout ça, et qui disait, qui parlait au téléphone, et puis il dit « Ah, cher ami, il faut... » Ben, il parle en créole, il dit « Faut venir, il faut que tu viennes. Là, on a gagné. » Comme c'était un match de football. J'ai dit « Qu'est-ce qu'on a gagné ?» Il dit « Il y a plein de nègres au salon. » Et j'ai dit « Donc, ouais. Non, je cite. » Il dit « Il y a un stand. » Et puis il citait le stand comme 420. Et j'ai vu des gens entrer et sortir avec comme des caisses de livres. Les gens n'avaient jamais vu ça. Et j'ai dit, il y a une injustice, c'est qu'il y a tellement un manque de diversité, il y a tellement un manque, les gens venaient pour voir Mimi Barthélemy. Les gens, on leur a dit, c'est une grande conteuse haïtienne qui vit à Paris depuis 30 ans, etc. Cette femme, elle est extraordinaire. Et les gens sont venus. Ils ont acheté tous les livres de Mimi Barthélemy. Ils sont venus, parce qu'ils sont venus, ils disent, ah mais non, on ne pouvait pas lire Jacques Roumain. Ils sont venus. Et c'était quelque chose de très... C'était vraiment cette grande fraternité humaine, c'est ce à quoi je pense que la littérature doit pouvoir servir. Et c'était ça, José. Oui. Merci. Je vois que le temps passe. On a peut-être encore 22 minutes. Ça va? Si on va jusqu'à midi, ça vous va? OK. Donc, peut-être qu'on peut parler maintenant un peu plus de votre rêve, parce que je voudrais garder un peu de temps pour les questions. Mais voulez-vous nous en lire un petit extrait? Merci. Je vous laisse faire le commencement. Je suis la fille du baobab brûlé. Ceci est mon nom d'aube. Je ne suis ni Marie ni Altagrace. Je n'aime pas le destin des vierges, ni leur visage gravé dans le bois de tilleul. Elle murmure de sa voix claire. Je suis la fille du baobab brûlé. J'ai rendez-vous avec le soleil. Je suis la fille du baobab qu'une étoile insoumise a enfanté sur une terre d'épices. Je n'ai pas d'identité certifiée. Je ne suis pas l'étrangère. Je ne suis pas l'ennemi. Les pays me divisent en 7 matins. Je ne sais rien de mon visage. Les miroirs ne se retournent pas sur mon passage. J'ai marché, marché, j'ai marché, comme une négresse en pays rouge. Ils n'ont pas regardé mes jambes. Le sable blanc a avalé ma soif. J'étais seul sur la route brune. Ils ont dit que j'ai fait un pacte avec l'exil. J'étais seul et moi-même et mes souliers. L'étoile de la chance disparaissait.
Elle n'avait de royaume que le feu. Elle n'avait de géographie que le portage. Elle n'avait de nom que l'oubli de sa présence. Je n'avais de liberté que le cri de l'aigle. Le chien jaune me montra la route. J'avais une chanson qui m'abandonna. Je n'ai rien qui vaille, rien que ce morceau de ciel lézardé. Je suis la fille du baobab brûlé. Une étoile refait l'histoire de mon double. Je n'appartiens pas à mes élans cannibales. Je demande aux ombres de patienter. Je demande à la pluie l'itinéraire de la folie. Je ne suis pas la fille des mers tranquilles. Je ne suis pas l'épave échouée sur le sable. Je ne suis pas la déesse Erzulie aux yeux rouges, patronne des femmes noyées dans les larmes. Une mort grandiloquente sonne à la porte. Je récuse les promesses, les routes, les pactes. Je déchirai la bienveillance du printemps et le mouchoir de la tendresse. Pardonnez ce passé simple dont le ventre rallume les arcs-en-ciel. Je suis le feu qui brûle les testaments. Mon corps sauvage m'attend quelque part où je ne suis invité. Je fais vœu d'être fidèle au vent contraire. Merci, José. On le voit dans ce passage, ça traverse tout ce très beau texte. Donc, vous avez choisi de parler en prenant la position d'une fille, même peut-être de plusieurs femmes, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous... Quelle était cette expérience que vous vouliez avoir? Pouvez-vous nous en dire plus? C'est très simple. J'étais au Sénégal. En fait, j'ai un autre pays qui s'appelle le Sénégal. Donc, j'y vais souvent. Et au Sénégal, on m'appelle Ouagane. Et donc, moi, comme Ouagane, je circulais et je faisais ce qu'on appelle la caravane Senghor. J'allais sur les traces de Senghor. Et je suis arrivé dans un lieu, dans un village, et il y avait un baobab brûlé. Et sous le baobab, il y avait tellement de vie. Il y avait vraiment une cinquantaine de femmes qui avaient leur artisanat, etc. Et je ne sais pas pourquoi. Et ces femmes, j'ai marché, je voulais regarder ce qu'il y avait sous le baobab. Et ces femmes m'ont adopté. Et ces femmes m'ont tout donné. Et c'est-à-dire que je voulais acheter, et ces femmes m'ont donné comme... Et c'était drôle, c'était très émouvant pour moi. Et ce n'étaient pas des femmes qui sont... C'est pas ce qu'on peut appeler des gens qui sont riches. Mais c'est des gens, quand elles aiment, ces femmes-là, elles pouvaient te donner. Elles donnent la vie, elles donnent tout. C'était comme ça, c'était comme... Tu vois, donc les gens, quand ils t'aiment, ils enlèvent leur chemise, ils te donnent leur chemise. Donc, c'est-à-dire que c'est dans un univers où l'argent n'existe pas. Je suis vraiment dans le fond d'un village. C'est-à-dire que l'argent n'existe pas, les gens n'ont pas besoin d'argent. Les gens ont besoin d'humanité. Et puis j'étais dans cette humanité tellement belle, et puis je me suis pincé en me disant, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? C'était pour moi un moment fabuleux de voir comment elles touchaient mes cheveux, elles me caressaient, elles avaient tous les âges. Hein. Donc, et puis j'ai vu le baobab qui était comme tout à fait incendié quand j'approchais du baobab, et puis et puis en bas du baobab, il y avait comme un marché où ces femmes étaient là, et j'ai marché avec cette image en moi. Pendant longtemps, j'ai marché avec cette image en moi. Cette image de ces femmes si belles, si généreuses, et qui m'ont attrapé pendant 2 heures, et avec qui j'ai eu un bonheur infini. Et j'ai voulu, comme ça, j'ai écrit « Je suis la fille du baobab brûlé ». C'est comme si, parce qu'en fait, écrire, c'est aussi retrouver d'autres altérités. C'est la possibilité qu'on a.
dans la possibilité d'entrer dans d'autres corps, d'entrer dans d'autres vies, d'être autre que soi. Donc d'éclater notre petit corps, de devenir beaucoup plus grand. Écrire, c'est un acte fondamentalement mégalomane. Vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez vous faire oiseau, vous pouvez devenir rivière, vous pouvez prendre toutes les forces de la nature. C'est comme si ces femmes m'aidaient à vivre, me disaient, c'est comme si elles ne me donnaient pas de la nourriture, elles ne me donnaient pas des vêtements, elles ne me donnaient pas des allumettes, elles me donnaient la vie. Elles me disaient, tenez bon, tenez, avancez. Elles me donnaient la force, comme Césaire, Aimé Césaire disent, elles me donnaient la force, c'était la force de regarder demain. Parce qu'il nous faut la force de regarder demain. Parce qu'il faut regarder l'horizon. Et c'est comme si j'étais comme dans une espèce de... C'était pour moi quelque chose de magique. Donc quand j'ai dit je suis la fille du baobab brûlé, donc je m'étais simplement imaginé être né de ces femmes-là, comme si c'était Tida. Donc c'est vraiment... Il y avait une bienveillance, pas du tout politique, on a vraiment médiocrisé, on a... En fait, ce mot-là a été complètement détourné politiquement, mais vraiment, il y avait quelque chose de très, très beau que j'ai vécu, et j'ai voulu témoigner de ça. Et je voulais pas, je ne voyais pas comment témoigner ça sans le faire au féminin. Tu vois, donc c'est comme s'il y avait une douceur toute féminine. C'est comme si ici commençait pour moi le monde, sous ce baobab. Donc il y avait pour moi quelque chose comment en fait partager ce geste avec d'autres. Et comment dire aussi, parce que je pense que ce petit mot est important, comment dire merci à ces femmes-là, parce que c'est vraiment, c'est toujours au pluriel, parce que quand je parle de ces femmes-là, il y a Tida, il y a Bertha, c'est comme le prolongement, je suis un orphelin. En fait, toutes ces femmes-là qui m'ont aimé, toutes ces femmes-là sont mortes, sauf Kontita qui est très très vieille. Donc, quand je trouve ces femmes-là qui m'amènent la vie, parce que amener la vie, ce n'est pas simplement accoucher, mais c'est renouveler la vie. Donc, ces femmes ont renouvelé ma vie. Donc, c'est comme un acte de remerciement pour dire merci à ces femmes-là, à ce baobab. C'était en terre d'Afrique. Et quand ces femmes savaient que je m'appelais Wagan, parce que Wagan veut dire celui qui ne peut être vaincu. Ça ne veut pas dire l'invincible, mais celui qui ne peut être vaincu. C'est comme si cette promesse des vaincus a été renouvelée. Là. Et ça, il peut y avoir tempête, il peut y avoir crainte, il peut y avoir n'importe quoi. Je sais que j'existe. Grâce à ces femmes et grâce à ces livres. Puisque les livres, pour moi, c'est simplement un témoignage de mon existence. Et c'est comme pour moi une façon de me décliner en beauté, en amour, en désir. C'est-à-dire, c'est ça. Les livres que j'écris, ou bien les livres que je publie, c'est simplement ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je vais prendre peut-être quelques questions. Il reste une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ne vous gênez pas. Il est tout à vous. Allez-y. Oui. Je pense que je comprends que vous publiez des auteurs autochtones. Je me demandais un peu comment ça s'était passé avec Mémoire d'Encrier, puis un peu la situation aussi de la littérature autochtone au Québec. Merci, c'est une question intéressante. J'ai publié Le Territoire dans les veines de Jean-François Letourneau, qui ramasse toute cette littérature-là. Et j'étais très heureux, en fait, quand je suis arrivé ici, de découvrir des autochtones, parce que dans ma culture, le mot Haïti est un mot indien. Le mot Haïti, qui veut dire terre haute. Haïti a été habité d'abord par des Indiens. Il y avait le génocide, ensuite de l'Afrique, etc. Donc il y a des Africains qui sont venus. Et moi, quand j'étais à l'école, j'étais tout petit, et puis on me racontait des histoires. Et c'est des histoires qui nous font. C'est pourquoi c'est important, les histoires. L'histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petit, c'est cette histoire-là qui m'a amené vers les Indiens. Parce qu'on m'a dit quand j'étais petit, même à l'école, dans un petit livre que je lisais, que la terre d'Haïti était habitée par les Indiens, et les Indiens
comment ils vivaient, c'est-à-dire que c'était des rois, des reines, et ils fumaient, ils passaient leur temps à fumer, à danser, à faire l'amour. Et pour moi, c'était extraordinaire si on pouvait vivre comme ça, fumer des joints extraordinaires, faire l'amour, boire, danser. Et voilà le maudit colon, les maudits colons sont venus, ils les ont tués, etc. Donc, vous voyez, donc mon point de vue dans cette histoire, ma perspective, c'est l'Indien. Donc qu'est-ce que je choisis? Je ne peux pas choisir Christophe Colomb. Donc je ne peux pas, c'est pas possible. Non. Donc c'est inhumain, non, tu vois, non. C'est-à-dire que la conquête n'est pas... Donc ça veut dire que quand je suis arrivé ici, et puis pour moi, dans ma tête, l'Indien, c'était, on parlait de la reine, etc., du cacique, parce qu'ils avaient eu toute une organisation de vie. C'était pour moi ça la civilisation. C'était ça. Mais vraiment, pour moi, c'était la civilisation, c'était ça, ce que ça veut. Enfin, c'est comme ça qu'on m'a appris ce que c'était la civilisation. En fait, le barbare, c'était Christophe Colomb. C'était ça dans ma tête. Je ne sais pas si c'est exprès qu'ils ont fait, qu'ils ont mis ça. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé vraiment, c'est tellement injuste la question des réserves, etc. Et puis j'ai trouvé que j'ai beaucoup appris de certaines personnes qui ont beaucoup écrit sur les Indiens. Et comme j'ai travaillé avec le premier livre à mémoire d'Encrier qu'on a publié, c'est un Marocain qui travaille sur les Indiens, le livre s'appelle Le Chant à l'Indien, c'est Kiradine Mourad. Et puis après, j'ai eu Laure Morali, qui est une auteure, qui a fait un rêve, qui est venue vers moi en disant « Ah, j'ai rêvé que les Québécois et les Indiens se parlaient. » Et puis j'ai dit « C'est quoi ce rêve ?» Elle m'a dit « Oui, ils se parlaient. » J'ai dit « Mais pourquoi ils ne se parlent pas ?» Elle m'a dit « C'est comme ça. » J'ai dit « Pourquoi c'est comme ça ?» Et puis elle a dit « Oui, j'ai rêvé. » J'ai dit « Même, voici un contrat, on va faire un livre. » Et puis on a fait à Mitita, parlons-nous. Donc, et puis ça a démarré là. Et puis j'ai rencontré Joséphine Bacon. Et puis quand elle a écrit son poème, je me suis fait belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivant d'un récit qu'on ne raconte pas. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis j'ai dit, j'ai trouvé un combat. Parce que le racisme, c'est mon combat. La littérature doit servir à créer d'autres formes d'altérité, à raconter d'autres histoires. Parce que si je viens ici, je ne peux pas publier, c'est-à-dire tout ce qui se publie. Je n'ai pas envie d'être boréal. J'ai envie de les emmerder. J'ai dit, ok, avec les Indiens, je vais les emmerder. J'ai publié Kwesipen. Kwesipen veut dire quoi? À mon tour. C'est-à-dire, je n'existais pas. La fille n'existait pas. Kwesipen veut dire à mon tour. Et elle fait un livre pour parler d'une réserve indienne. Alors que le Canada, le Québec, les institutions cachent les réserves. Comme si on n'avait pas de réserve. Et puis j'ai dit, ok, voilà, et Manikanetish. Donc vous voyez, donc on continue, on est en train de... Je dis, mais la littérature est faite pour les emmerder. Il faut les emmerder. Si ça n'emmerde pas, ce n'est pas la littérature. Faites autre chose. Donc j'ai dit, ok, donc je vais donner des Africains, des Caribéens, des Nègres, en plus des Indiens. Et puis ça va faire de beaux bébés, Nègres et Indiens. Et puis c'est effectivement ce qu'on a fait. N'est-ce pas, Marie-Hélène? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, M. Saint-Éloi, dans votre récit, Haïti Kambela, qui est sorti en 2010, oui. La préface a été écrite par M. Esmila Kadra. Oui. Est-ce aussi là un clin d'œil de votre part pour ce combat dont vous parliez à l'instant? Ah non, 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 les choses sont plus simples. Hein. J'ai rencontré en Amazonie et ce petit bout d'homme. Et puis on s'est mis à se parler, à manger. Moi je ne le connaissais même pas. En fait, je le lisais. Et puis c'était drôle parce qu'on savait que c'était une femme. Et puis ensuite, il était dans la... C'était ça. Et puis quand j'ai écrit le livre, et puis mon éditeur, ils m'ont proposé le livre. L'éditeur voulait faire un livre, il voulait vendre 200 000 copies. Il me dit, pour vendre 200 000 copies, il faut avoir un préfacier. Il m'a dit que, est-ce que tu peux demander à quelqu'un comme que tu connais, etc. Comme, il a cité des noms d'auteurs haïtiens. J'ai dit, mais non, ce sont mes frères, c'est pas possible, ils ne peuvent pas.
Tu as dit, je ne veux pas écrire un livre pour demander à Daniela faire un livre. Je n'aime pas du tout ça. J'écris un livre, tu assumes ton livre. Je ne peux pas écrire un livre pour demander à quelqu'un d'autre de faire la préface. Non, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. C'est une autre. Et puis l'éditeur dit, mais non, on va vendre 50 000. Il dit, par exemple, si tu as Daniela Fegler, si tu as telle personne, on va, etc. En France. J'ai dit, non, je vais choisir quelqu'un d'autre. Pas un Haïtien. Je ne peux pas écrire un livre sur Haïti et puis j'ai un Haïtien qui fait la préface. Je n'ai pas besoin d'un Haïtien. J'ai besoin de mon regard. Je n'ai pas besoin d'un autre Haïtien qui fait la préface. J'ai dit non, non, j'ai pas besoin, etc. Et finalement, j'ai dit ok. Et j'avais rendez-vous avec Yasmina Kadra à Paris, à l'Institut algérien qu'il dirigeait. Et puis j'ai dit ok, j'ai trouvé pour toi un préfacier, c'est Yasmina Kadra. Parce que ce que je voulais créer, c'est le désir. Il ne connaît pas Haïti. Et je viens de publier un livre sur Haïti. Et puis quand je lui dis ça, et puis 2 jours après, il m'a envoyé la préface. Parce qu'en fait, je pense que la littérature canalise le désir. Et c'est le désir qui nous rend vivants. C'est le désir qui fait qu'on se réveille le matin. Le désir de vivre, le désir d'aller, en fait, de déplacer l'horizon. Et moi, je pense que c'est ça le rôle de la littérature. C'est de nous détourner de nos propres médiocrités, de nos propres lourdeurs, et puis de nous déplacer, de nous faire voyager. J'ai un ami qui était ici, qui était très pauvre à l'hiver, qui était étudiant, qui n'avait plus sa bourse, et puis il allait à pied, il n'avait même pas l'argent pour payer l'autobus, il habitait chez un ami à Longueuil, il allait à l'université de Montréal à pied. J'ai dit, mais comment tu as fait en hiver? Et sur toute la route, il disait le bateau Yves de Rimbaud. Donc il n'aurait pas pu traverser la neige sans un poème. Donc il avait ce poème qui lui a permis. Maintenant il a fait doctorat, post-doctorat, il travaille je pense qu'il travaille à Toronto. Donc, et c'est ça, il n'a pas vu le froid, parce qu'il était comme un bouchon, il était dans la voyance rimbadienne. José. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.